Bienvenue sur le dossier, où chaque histoire dévoile une nouvelle énigme à résoudre. Rejoignez-nous pour plonger dans Miss Marple et le chien qui hurlait à une seule porte. Une histoire créée par des fans pour célébrer le charme et le génie de la légendaire détective d'Agatha Christie. Nous serions ravis de vous compter parmi nous pour cette aventure palpitante. Partagez vos impressions, dites-nous d'où vous nous suivez et, si vous repérez des erreurs, n'hésitez pas à nous le signaler. Vos commentaires nous aident à vous proposer des mystères encore plus captivants à l'avenir. Chapitre 1. La porte qui se verrouillait de l'intérieur. L'orage éclata juste après que les cloches de l'église eurent sonné minuit. La pluie sifflait comme des serpents sur les pavés de Lower Fellwood, et le vent hurlait autour des pignons de Cleeve House, comme pour avertir le vieux domaine d'un danger qu'il n'osait exprimer à voix haute. Un chien solitaire, Rufus, le berger allemand du colonel George Templeton, hurla une fois devant la porte d'entrée, puis se tut définitivement. À minuit 10 précise, le majordome, M. Alton, frappa 3 fois à la porte du bureau du colonel. Aucune réponse, seul le lent tic-tac de l'horloge de parquet dans le couloir et le gémissement sinistre du vent derrière le vitrail. Alton, toujours dévoué, était venu apporter un verre de cognac chaud, comme convenu. Le colonel était un homme d'une routine immuable, mais à présent, le silence. Aucun pas, aucun craquement du vieux fauteuil de cuir. Il frappa de nouveau. Toujours rien. À 20h20, Alton alla chercher la gouvernante, Madame Larche, qui grommela nerveusement à l'idée d'interrompre les importants écrits du colonel. Ils essayèrent la poignée. Fermée à clé, ils appelèrent à travers la porte. Aucune réponse. C'était le silence, dirent-ils plus tard, qui était le plus glaçant. Non seulement l'absence de voix, mais un calme anormal, comme si l'air même avait été vidé. La porte du bureau était en chêne massif et ne comportait qu'une seule serrure. La clé restait toujours à l'intérieur. Pas de deuxième clé, pas de double. L'unique fenêtre était verrouillée de l'intérieur. La pluie tambourinant violemment contre ses carreaux en losange. Pas de balcon, pas de rebord. Juste une chute de 9 mètres jusqu'à la cour en contrebas. Lorsqu'ils finirent par enfoncer la porte avec l'aide du jardinier, ils trouvèrent le colonel Templeton assis à son bureau, le dos droit, les yeux ouverts, comme s'il fixait un jugement silencieux. Une blessure par balle, rouge écarlate, s'était épanouie au centre de sa poitrine. Le revolver, le sien, gisait sur le tapis à ses pieds. Le bureau était intact. Aucune trace de lutte. Le feu s'était éteint, et la porte était verrouillée de l'intérieur. La police arriva juste avant l'aube, menée par l'inspecteur Crouch, un homme dont la moustache surpassait son esprit. La cause, déclara-t-il sans hésiter, était le suicide. Le colonel, âgé de 71 ans et retraité du ministère de la Guerre, souffrait de nervosité. Mais il n'y avait ni mots, ni signe de désespoir dans ses comptes, ni aucun changement dans ses habitudes. Bien au contraire, il avait organisé un dîner pour vendredi, écrit 3 lettres au Parlement et dicté un testament détaillé à son notaire le matin même. Le colonel, semblait-il, avait bien l'intention de poursuivre son existence, pour le meilleur et pour le pire. Lorsque Miss Marple arriva 2 jours plus tard, invitée non par la police, mais par son amie Madame Alice Lively, la belle-sœur veuve du colonel, l'affaire avait déjà été classée sans suite par la police. Suicide par arme à feu. Aucune enquête criminelle nécessaire. Mais Miss Marple, à la voix douce et d'un âge avancé comme elle paraissait dans son manteau de voyage gris tourterelle, voyait tout autre chose. Tout a commencé, comme souvent pour ses enquêtes, par la broderie. Elle était assise au salon avec Madame Lively, vêtue de noir, bien que son mari fût mort depuis 12 ans. Elle servait le thé d'une main tremblante, non pas par chagrin. « Ce n'est pas le colonel que je pleure,
confia-t-elle à voix basse. C'est le silence qui règne dans cette maison, comme si quelque chose d'effroyable attendait encore, juste derrière ces murs. Miss Marple hocha la tête, son regard se posant sur le tisonnier en laiton posé contre le foyer. « Vous croyez qu'il a été assassiné » Madame Lively hésita. « Je sais qu'il ne s'est pas suicidé. » Mais la porte était verrouillée de l'intérieur. Oui, mais George était terrifié à l'idée de mourir. Pas par lâcheté, vous comprenez. Il avait connu pire en France, mais il était prudent, obsédé par la prudence. Il craignait l'empoisonnement, l'insuffisance cardiaque, même une chute dans les escaliers. Mais le suicide? Jamais. Miss Marple examina les points de sa broderie, délicats, précis, symétriques. Puis elle demanda « Y avait-il quelqu'un d'autre dans la maison ce soir-là » La liste de Madame Lively s'est déroulée lentement. Moi-même, le majordome, Alton, la gouvernante, le jardinier, M. Bishop, le chien, bien sûr, et M. Roderick Templeton, le neveu de George. Il est en visite depuis Londres. Il est arrivé la veille. Et y avait-il des tensions entre l'oncle et le neveu? Madame Lively pinça les lèvres. Le colonel ne lui faisait pas confiance. Roderick est théâtral, tout en charme et en panache, mais insaisissable. George pensait qu'il en voulait à son héritage. Il me l'a dit la veille de sa mort. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Et M. Roderick avait-il la clé du bureau? Non. George n'a jamais laissé entrer personne d'autre qu'Alton. Même moi, je n'étais pas autorisé à franchir le seuil. À midi, Miss Marple avait inspecté le bureau. Elle demanda à être seule, et le personnel, bien qu'intrigué, accéda à sa demande. Elle se tint au centre de la pièce, où flottait encore une légère odeur de poudre et de tabac à pipe. Le bureau ne portait aucune trace de lutte. Le buvard était neuf, le capuchon du stylo-plume du colonel soigneusement refermé. Le revolver gisait près du pied de la chaise, exactement là où la police l'avait laissé. Mais Miss Marple ne regarda pas le pistolet. Elle regarda le sol. Là, dans l'épais tapis oriental sous le bureau, se trouvait une simple dépression, peu profonde, mais anormale. Comme si quelque chose de lourd y avait reposé. Pas longtemps, peut-être, mais suffisamment longtemps. Elle s'approcha de la fenêtre, verrouillée, et pas seulement verrouillée, mais déformée. Des années d'humidité avaient gonflé le cadre. On ne pouvait la verrouiller ou la déverrouiller que de l'intérieur, en forçant. Les rideaux étaient tirés de travers. Un bord était légèrement plus haut que l'autre. Miss Marple s'agenouilla pour examiner la tringle à rideaux, puis se releva et écarta les rideaux. Ses doigts suivirent la doublure jusqu'à ce qu'elle découvre ce à quoi elle ne s'attendait pas. Un brin de poil de chien gris et rêche, coincé près de l'ourlet. Plus tard, dans la journée, elle a rejoint l'inspecteur Crouch pour le thé, mais pas par simple politesse. « Je crois comprendre que vous avez classé l'affaire, » dit-elle d'un ton léger. « Oui, Miss Marple, » répondit Crouch. « Le revolver personnel du colonel. Pièce fermée à clé. Aucun mobile ne laisse penser à un acte criminel. Aucun motif, en effet, songea-t-elle, si ce n'est un héritage et une opportunité, et peut-être la peur. » Il serait dit. « Avez-vous des preuves qui contredisent ces conclusions ?»« J'ai une observation. » Elle prit une gorgée de son thé. « Un chien. Le chien du colonel Templeton, Rufus, a hurlé avant même que la porte ne s'ouvre, n'est-ce pas? C'est exact. Et Rufus a disparu depuis. » Crouch cligna des yeux. « Il a probablement pris la fuite, la tempête. » Les chiens ne disparaissent pas des bureaux fermés à clé, inspecteur. Sa tasse de thé s'est figée en plein vol. Miss Marple sourit doucement. Je crois que le chien a été témoin du meurtre, et je crois que le meurtrier le savait.
Mais comment pourrait-on entrer ou sortir d'une pièce verrouillée de l'intérieur? Miss Marple lui tapota simplement le bras et dit « Oh, mais j'imagine que quelqu'un de très intelligent voulait que... apparaître impossible. » Ce soir-là, Miss Marple demanda à s'entretenir en privé avec Roderick Templeton. Le jeune homme, grand, élégamment vêtu, avec un sourire facile qui n'atteignait jamais ses yeux, la reçut au salon. Il semblait amusé, comme s'il parlait à une vieille fille inoffensive. « Mademoiselle Marple, » dit-il en s'inclinant, « êtes-vous venue m'accuser? »« Bien sûr que non, » répondit-elle doucement. « Je trouve toutefois curieux que vous soyez arrivé juste à temps pour voir le testament de votre oncle modifié. » Son sourire s'estompa. « Ce n'est pas vraiment un crime. »« Non, » a-t-elle acquiescé. « Mais mentir sur le fait d'avoir été à Londres la nuit de la mort du colonel, c'est plus suspect. » Il se raidit. « Je n'ai jamais dit que je n'étais pas là. »« Ah, mais vous avez dit à la bonne que vous étiez sorti vous promener pendant l'orage, et pourtant vos chaussures n'étaient pas boueuses. Et le jardinier jure qu'il ne vous a jamais vu quitter la maison. » Le regard de Roderick s'assombrit. « Tu as été bien occupé, n'est-ce pas? »« Il le faut bien face à un meurtre, » dit-elle. « Et dites-moi, qu'avez-vous fait du chien? » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Miss Marple croisa les mains. « Il vous a vu, n'est-ce pas? C'est pour cela que vous l'avez attiré par la fenêtre du bureau. La tringle à rideau avait été desserrée pour faire glisser le loquet. Une fois à l'intérieur, vous avez abattu votre oncle, utilisé une barre ou une planche pour extraire la clé de la serrure, puis l'avez récupérée avec une ficelle sous l'entrebâillement de la porte. Ah oui, la vieille ruse. Vous avez verrouillé la porte derrière vous, vous êtes ressorti par la fenêtre et vous avez disparu. » Roderick recula. « C'est de la folie. »« Non, » dit-elle calmement. « C'est du théâtre, le même genre que vous aimez. Mais vous avez négligé les cheveux du rideau et l'étrange marque laissée par un escabeau ou une planche. La pièce n'était pas hermétique, c'était une mise en scène. » Elle se tourna vers le hall. « Et je m'attends à ce que, si nous fouillons la remise à bois, nous y trouvions des preuves de votre petite performance, y compris, je l'espère de tout cœur, le pauvre Rufus. » Roderick se précipita vers la porte, mais Crouch était déjà là. Miss Marple soupira. Les meurtriers ne comprennent jamais que les plus petits détails les trahissent. Un rideau mal aligné, un chien qui a aboyé sur le mauvais homme, et cette terrible croyance que personne ne prêterait attention à une vieille dame en train de tricoter. Alors que Roderick était emmené, l'orage éclata de nouveau. La pluie fouettait le manoir, le tonnerre grondait sur les collines. Mais à l'intérieur, le feu crépitait à nouveau dans l'âtre. Miss Marple se tenait près du feu, ses mains se réchauffant lentement. Dans la lumière vacillante, son expression était indéchiffrable. Puis, on frappa à la porte. C'était Alton, le visage pâle. « Miss Marple, vous devriez venir voir ça. On a trouvé quelque chose dans le journal du colonel. Une page arrachée. » Miss Marple suivit sans un mot. Le bureau était resté intact depuis l'arrestation. Alton lui tendit une simple feuille, pliée en 4, dissimulée dans la doublure du tiroir du bureau. L'encre était fraîche. La signature indubitable. On pouvait y lire. « S'il m'arrive quoi que ce soit, ne cherchez pas la cause la plus évidente, mais celle à qui j'étais le plus proche et en qui j'avais le moins confiance. » En dessous, un nom était griffonné, et c'était Paché Roderick. Miss Marple le lut 2 fois, le visage pâle. L'histoire n'était donc pas terminée. Pas encore. Chapitre 2. La lettre arrivée trop tard. Le lendemain de l'arrestation de Roderick Templeton, une brume enveloppait les haies de Lower Fellwood comme un vieux regret. Cleeve House, encore humide du souvenir de la pluie, se dressait solennellement sous un ciel délavé.
dans le bureau de poste du village, niché derrière l'épicerie, Madame Plum, qui traitait le courrier avec la déférence d'une secrétaire de paroisse, rangeait des lettres non triées lorsqu'elle en trouva une portant une date curieuse. Une épaisse enveloppe, couleur crème, adressée d'une main assurée au colonel George Templeton. Elle était oblitérée 2 jours avant sa mort, et pourtant, elle n'était arrivée que le matin même. Le timbre était maculé, trempé par la pluie, comme si la lettre avait passé une nuit dans une sacoche négligemment rangée. Elle le retourna, hésita, puis fit quelque chose de tout à fait inhabituel pour une femme aussi pieuse. Elle l'ouvrit. Ce qu'elle lut la fit trembler. Elle sonna frénétiquement à la porte pour appeler son assistant, l'envoya se précipiter à Cleeve House et insista, que Miss Marple soit convoquée immédiatement. Lorsque Miss Marple arriva, escortée par l'inspecteur Crouch, le visage rouge et le souffle court, la lettre avait été refermée, mais pas oubliée. Madame Plum la serrait fort dans ses mains, comme si elle craignait qu'elle ne prenne feu. Elle murmura en l'attendant « Je ne savais pas quoi faire. Je n'ai jamais lu la lettre de personne de toute ma vie, mais quelque chose me disait que quelque chose n'allait pas. » Miss Marple l'accepta délicatement, ses doigts gantés effleurant la légère trace d'encre laissée par la pluie. Elle le lut une première fois, puis une seconde, plus lentement. « Cher oncle George, » commençait le message, « je ne peux plus me taire. Je crois que quelqu'un dans la maison cherche à vous nuire. Hier soir, j'ai entendu des voix dans le couloir ouest. On parlait d'héritage, d'accidents maquillés en faits naturels. Je n'ai pas osé m'approcher, mais vous devez faire attention. Quelqu'un de votre entourage n'est pas ce qu'il paraît. Aucune signature, seulement une initiale. Elle, Miss Marple, plia soigneusement la lettre. « Cela change la donne, » murmura-t-elle. L'inspecteur Crouch s'est hérissé. « Comment? Savoir si c'est authentique? Ça pourrait être un canular, pas d'adresse de retour, pas de nom complet. Ça pourrait être n'importe qui. » Miss Marple inclina la tête. « Au contraire, inspecteur, c'est parce que il lui manque un nom complet, ce qui lui donne un aspect authentique. On ne signe pas un avertissement désespéré comme une invitation formelle. Elle est une personne que le colonel Templeton connaît intimement. » Crouch fronça les sourcils. « Vive, la belle-sœur? C'est possible. Ou peut-être quelqu'un d'autre. Il faut envisager toutes les possibilités liées à cette initiale. » Elle marqua une pause. « Y a-t-il eu des retards de courrier dus à la tempête? » Madame Plum acquiesça. Un sac entier a été réacheminé depuis Ipswich. Le préposé à la gare a dit qu'il avait été mal chargé. Nous ne l'avons reçu que ce matin. Crouch se gratta la moustache. Ce qui signifie que le tueur ignorait que cette lettre arriverait après les faits. Il a probablement cru qu'elle avait été interceptée, ou pire, qu'elle n'avait pas été lue. Miss Marple se tourna vers lui. Ce qui soulève une possibilité plus inquiétante encore, l'écrivain est peut-être en danger s'il n'est pas déjà mort. De retour à Cleeve House, Miss Marple demanda à s'entretenir en privé avec chaque résidente. Elle commença par Madame Alice Lively, qui avait retrouvé son calme et portait désormais son chagrin comme un châle bien repassé. « Alice, » dit doucement Miss Marple, « saviez-vous que quelqu'un avait écrit pour avertir votre beau-frère d'une menace? » Madame Lively cligna des yeux. « Non, que voulez-vous dire? » Miss Marple lui tendit la lettre. Elle lut le texte, puis porta la main à sa bouche. « Mon Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais... » Elle hésita. « J'ai entendu quelque chose, la veille de sa mort. Je n'ai rien dit avant parce que ça ressemblait à des ragots, et la police avait déjà tiré ses conclusions. Qu'avez-vous entendu? Des voix, venant de l'aile ouest.
Je me dirigeais vers la bibliothèque et j'ai entendu quelqu'un dire « Il ne te l'accordera jamais, pas après ce que tu as fait. » Puis une porte a claqué. J'ai cru que j'avais rêvé. Miss Marple plissa les yeux. « Vous avez dit que... West, l'aile, n'est-ce pas là que loge la jeune Lydia? » « Oui, la pupille de George. Il l'a recueillie après la mort de ses parents. Elle vit ici depuis l'âge de 14 ans. Elle était sa préférée. » Miss Marple se dirigea ensuite vers la chambre de Lydia Templeton. La jeune fille, qui avait maintenant une vingtaine d'années, affichait le calme imperturbable d'une statue de marbre, le regard impassible. Elle salua Miss Marple d'un sourire discret, presque indulgent. « J'imagine que vous êtes ici pour vous renseigner sur la lettre ?» dit-elle en repoussant une mèche de cheveux châtains de son front. « C'est vous qui l'avez écrit ?» Lydia n'a pas cligné des yeux. « Moi, si. Et vous ne l'avez pas signé intégralement. » « Je ne pouvais pas. J'avais peur qu'on le découvre. Je voulais le prévenir, mais pas me dévoiler. George et moi avions un accord tacite. Il connaissait mon jeu. Pourquoi n'avez-vous rien dit après sa mort? Parce que je pensais l'avoir laissé tomber. Je pensais... » Elle marqua une pause. Roderick avait déjà été arrêté. Je supposais que justice avait été rendue. Miss Marple l'observa attentivement. « Avez-vous entendu la conversation dont vous parliez dans la lettre? » « Oui, c'était une voix d'homme, furieuse. Il a dit « Personne n'a besoin de savoir ce qui s'est passé en France. Si vous le dites, je... » Et puis il s'est arrêté. Je crois qu'il m'a vu. J'ai couru. Je n'ai jamais vu son visage. Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent légèrement. La France, c'est important. Lydia baissa les yeux. Je sais seulement que George avait des secrets liés à la guerre. Des dossiers enfermés dans son bureau. Il n'en a jamais parlé. Mais je pense que quelqu'un craignait qu'il le fasse. Miss Marple demanda à voir le bureau de Lydia. Là, parmi des livres éparpillés et des flacons de parfum, se trouvait un petit carnet. Elle en arracha une page et la compara à la lettre. Même grammage, même filigrane discret, Rowntree linen. Elle glissa l'échantillon dans sa poche sans bruit. En bas, dans le bureau du colonel, Miss Marple retourna au bureau. Le tiroir où l'on avait trouvé le billet déchiré était peu profond. Mais quelque chose la troublait. Elle en mesura la hauteur du bout des doigts, puis la compara à celle du panneau extérieur. Les dimensions ne correspondaient pas. Elle alla chercher le jardinier, M. Bishop, un homme stoïque aux grandes mains et qui boitait suite à un vieil accident agricole. « Monsieur Bishop, pourriez-vous avoir l'amabilité de retirer complètement le tiroir ?» Il l'a fait, et derrière, dans le faux espace, se trouvait une seconde enveloppe, scellée, sans inscription. Miss Marple l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une confession dactylographiée, datée de la veille du décès du colonel. « Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait pendant la guerre, mais je l'ai fait pour protéger des vies, pas par appât du gain. Si quelqu'un trouve ceci, sachez que je me doutais bien que je devrais rendre des comptes. Il y a des choses cachées sous le plancher du couloir ouest, des choses que quelqu'un veut enfouir à jamais. » Miss Marple se tourna vers l'inspecteur Crouch. « Nous devons fouiller sous le plancher du couloir, ce soir. » Ce soir-là, lanternes à la main, ils soulevèrent les planches branlantes juste devant la chambre de Lydia. Dessous, enveloppés dans de la toile cirée, se trouvaient 4 vieux dossiers, jaunis, officiels. Miss Marple en ouvrit un. À l'intérieur se trouvaient des photographies en noir et blanc, des visages austères, certains barrés au crayon rouge, des noms, des lieux et un en tête de lettres, division des agents spéciaux du renseignement britannique.
Crouch pâlit. Il conservait des dossiers de guerre? Oui, et certains de ces noms, je crois qu'au moins une personne dans cette maison a servi sous un pseudonyme, probablement pour cacher son passé. Il me fixa du regard. Vous pensez donc que le mobile n'était pas l'héritage, mais la peur, la crainte d'être exposé? Miss Marple acquiesça. Et maintenant, nous devons nous demander, qui ici a un passé si sombre qu'il serait prêt à tuer pour le faire taire? À ce moment-là, un cri retentit dans le salon. Madame Lively fit irruption, haletante. « Le chien, Rufus, il est de retour, mais quelqu'un a essayé de l'empoisonner. » Miss Marple se précipita dehors. Là, près du portail, le berger allemand gisait, gémissant, de l'écume à la gueule. Une tourte à la viande à moitié mangée était posée à côté de lui. Elle s'est agenouillée. Il est revenu, mais quelqu'un n'était pas content. Un palefrenier est arrivé à bout de souffle avec une fiole de lait et de charbon. Ils ont réussi à ranimer le chien. Miss Marple se leva, le regard perçant. Il connaissait le meurtrier. Et le meurtrier sait que la mémoire du chien n'est pas fiable, mais une morsure, un aboiement au mauvais moment. Crouch se frotta le front. Cette affaire ne cesse de se compliquer. Miss Marple jeta un dernier regard vers la maison, la voix basse. Alors, nous devons suivre cette piste, car quelqu'un dans cette maison a servi en France. Quelqu'un dont le nom figure dans ces dossiers. Et si nous trouvons ce nom, mais comment? Miss Marple esquissa un sourire. Je vais les inviter à prendre le thé, et je mentionnerai un nom qui n'a jamais existé, et je verrai qui tressaille. Crouch semblait perplexe. Pendant la guerre, les Français ont inventé un espion nommé Claude Rémillon, fantôme. Cet homme n'a jamais existé. Mais les Britanniques ont fabriqué des dossiers, laissé son nom fuiter lors d'interviews. C'était un piège, voir qui réagirait, qui prétendrait le connaître. Quiconque le fait ment. Elle se retourna, le brouillard s'enroulant autour d'elle comme un manteau. Voyons voir qui prétend connaître l'homme qui n'a jamais existé. Sur ce, Miss Marple rentra à Cleeve House, sachant que le véritable meurtrier venait d'être invité à un thé très dangereux. Chapitre 3. L'invité qui n'a jamais signé le registre. Le 3e jour s'était écoulé depuis la découverte du corps du colonel Templeton, et un silence pesant régnait sur Cleeve House, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. La pluie s'abattait en trombe sur le parc, transformant les haies en silhouettes fantomatiques et trempant les allées de gravier jusqu'à les faire briller comme de sombres miroirs. La condensation perlait sur les vitres, et dans le salon, le feu crépitait faiblement. Trop de cendres, pas assez de flammes. Miss Marple, assise avec sa broderie dans un modeste fauteuil à oreilles, ne semblait pas observer la pièce. Pourtant, elle le faisait. Son aiguille s'activait, précise et assurée, bien que son esprit fût ailleurs que dans l'ouvrage. Elle avait invité, avec une certaine douceur, toute la maisonnée à prendre le thé. Rien de formel, juste un moment de calme pour se détendre et réfléchir. Et ils arrivèrent. Madame Lively, pâle mais sereine. Lydia Templeton, distante comme toujours. Alton, le majordome, droit comme un i et muet comme une carpe. Bishop, le jardinier, l'air légèrement contrarié dans sa veste empruntée, et enfin le vicaire, le révérend Hensley, qui n'avait pas été présent lors du meurtre, mais qui était arrivé ce matin-là pour présenter ses condoléances. Le chariot à thé trônait au centre de la table, chaque couvert soigneusement dressé. 6 tasses, 6 soucoupes, 6 assiettes. Le regard de Miss Marple se porta sur la table, puis sur l'horloge de la cheminée. 5 minutes de retard. Elle ne dit rien. La conversation était tendue, superficielle, fragile comme du verre filé. Miss Marple souriait et hochait la tête sans l'interrompre,
même lorsque Madame Lively mentionna, sans la moindre malice, que le bureau du colonel devrait rester scellé indéfiniment. Lydia laissa échapper un petit rire amusé, et le vicaire protesta timidement contre cette fermeture spirituelle. La vieille femme garda néanmoins le silence, jusqu'à ce que le thé soit servi. « C'est curieux, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. « 6 tasses disposées, et pourtant nous ne sommes que 5. » Un silence s'installa. Lydia se tourna légèrement, le vicaire cligna des yeux, et Madame Lively laissa échapper un petit cri de surprise. « Oh là là !» dit-elle. « J'ai du mal compter. Quel étourdi !» Le regard de Miss Marple ne quittait pas la 6e tasse, encore légèrement fumante, intacte. Elle se pencha en avant. Et une chaise légèrement humide. Pourtant, personne ne s'en est servi. Bishop fronça les sourcils. « Vous voulez dire depuis les fenêtres ?»« Non, » répondit doucement Miss Marple, « à cause de l'imperméable posé sur son dos. Ce n'est pas un peignoir, ce n'est pas celui du personnel, et personne n'a voulu emporter un aujourd'hui. » Elle se leva et s'approcha lentement de la table. Ses doigts effleurèrent le manteau. En tweed, coupe masculine, sans initiales brodées à l'intérieur. Elle ouvrit la poche intérieure et en sortit une boîte d'allumettes. On pouvait y lire « L'auberge, Red Harp, village de Downley, un hameau, voisin, à peine à 1 kilomètre de Cleeve House. »« Quelqu'un de Downley nous a-t-il rendu visite aujourd'hui ?» demanda Miss Marple, tournée vers la pièce. Personne ne parla. Le vicaire s'éclaircit la gorge. Miss Marple, peut-être a-t-il été laissé ici plus tôt dans la semaine? Par l'un des inspecteurs, peut-être? Non, répondit-elle d'un ton imperturbablement poli. Ils ne sont pas passés par le salon, et ils ne sont pas restés assez longtemps pour avoir besoin de thé. Elle se tourna vers Alton. « Avez-vous servi 6 tasses ?» Alton hésita. « Madame, j'ai simplement évoqué ce qui avait été présenté. Je supposais que c'était pour toutes les personnes présentes. Personne n'a dit le contraire. » Madame Lively rougit. « Je me suis sans doute comptée comme 2. Ou peut-être... » Miss Marple intervint de sa voix la plus douce. « Je crois que quelqu'un nous a rejoints. Brièvement, peut-être pendant un moment d'inattention. Quelqu'un qui n'avait aucune intention d'être vu. » L'atmosphère se figea. La pluie fouettait à nouveau les fenêtres. Dehors, un oiseau poussa un cri strident, plus un hurlement qu'un chant. Ce soir-là, malgré l'averse, Miss Marple partit se promener. Elle emprunta le parapluie d'Alton et descendit d'un pas décidé l'étroit sentier qui menait au village de Downley. L'auberge de la Harpe Rouge était un bâtiment trapu en pierre, dont l'enseigne était si usée qu'elle ressemblait davantage à une blessure qu'à une harpe. À l'intérieur, flottaient des odeurs de laine mouillée, de bière et de fumée de pipe. Elle s'approcha de la serveuse, une jeune fille aux joues rondes et au regard malicieux. « Mon neveu, » mentit gentiment Miss Marple, « devait me rejoindre ici cet après-midi. Grand, manteau sombre, il boite peut-être un peu ?» La jeune fille hocha lentement la tête. « Oui, mademoiselle. Il est arrivé peu après-midi. Il s'est assis près du feu, a lu les journaux. Il est reparti un peu précipitamment. Il n'a pas dit grand-chose. A-t-il demandé un taxi? Non, il marchait. Je l'ai vu monter la colline. J'ai trouvé ça bizarre avec la pluie. On aurait dit qu'il se dirigeait vers Cleeve en fait. » Miss Marple acquiesça. « Merci, ma chère. On en apprend tellement plus quand on travaille dans un endroit comme celui-ci. » Elle rentra à la maison juste avant le crépuscule. Dans le couloir, une traînée d'empreintes boueuses et peu visibles menait du vestiaire à l'escalier de service. Presque sèches à présent, elles étaient faciles à manquer. Elles disparaissaient sur le palier, près de l'armoire à linge. Elle vérifia le placard. À l'intérieur, des draps soigneusement pliés, rien de plus.
Mais le panneau à côté, elle tapota une fois. Creux. Un espace secret. Les vieilles maisons en possédaient souvent. Elle ne tenta pas encore de l'ouvrir. Ce soir-là, elle s'assit avec l'inspecteur Crouch près du feu et lui raconta ce qu'elle avait appris. « Nous avons eu un visiteur inattendu », a-t-elle déclaré. Quelqu'un qui connaissait la maison, les couloirs, et qui est entré sans se faire remarquer. Crouch se frotta le front. « Mais pourquoi? Pour tuer le colonel ?» Pas forcément. Il était peut-être là avant. Peut-être même quelques jours auparavant. Peut-être même pendant le meurtre. Caché, à observer. Vous croyez qu'il est encore là? Miss Marple hésita. Je crois qu'il a laissé quelque chose derrière lui, à tout le moins. Peut-être même plus. Elle sortit la boîte d'allumettes et la posa à côté du registre du colonel. Il y a autre chose. J'ai trouvé un nom. R. Ellis, écrit au crayon à côté du programme du dîner du vendredi du colonel. Aucun Ellis n'a jamais été recensé. Crouch cligna des yeux. « Tu crois que c'est notre fantôme ?»« Je pense, » dit-elle doucement, « qu'Ellis n'est peut-être pas une étrangère du tout. » Le lendemain matin, elle demanda à l'avocat du colonel une copie de sa correspondance de guerre. On y trouvait une brève note, Ellis, transféré du secteur français, novembre 1944, à surveiller de près, compromis possible. Cet après-midi-là, Miss Marple retourna dans le couloir devant la chambre de Lydia. Elle tapota le mur une fois de plus. Le panneau s'ouvrait vers l'intérieur. À l'intérieur, une légère odeur de tabac, une paire de bottes usées, un rasoir et, pliée dans une toile cirée, une lettre. Elle l'ouvrit d'une main assurée. La signature en bas de page lui coupa le souffle. R. Ellis. La lettre disait « George, je sais que tu as essayé de me protéger. Mais c'est trop tard. Ils savent ce que j'ai fait à Rouen. Les dossiers, détruis-les, sinon on est tous les deux morts. Ils ont envoyé quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un de la maison. » Miss Marple referma lentement la lettre. Quelqu'un se cachait à l'intérieur de Cleeve House depuis tout ce temps. Et pire encore, ils n'étaient pas seuls. Chapitre 4. Le collier avec les initiales de quelqu'un d'autre. Le brouillard matinal s'enroulait autour des champs comme une seconde peau, humidifiant les haies et plongeant Cleeve House dans une pénombre morne. Miss Marple se tenait près de la fenêtre du bureau, ses doigts gantés effleurant le rideau de dentelle. Au-delà de la vitre, les pelouses étaient désertes. Aucune empreinte, aucun aboiement, aucune trace de Rufus, le fidèle chien du colonel, disparu la nuit même de la mort de son maître. Mais ce qui intriguait Miss Marple plus encore que l'absence de l'animal, c'était le petit objet qu'elle avait récupéré sous le bureau du colonel quelques heures plus tôt, glissé entre un exemplaire poussiéreux de « La bataille de la Sommette, un buvard en laiton, un collier pour chien ». Mais pas celui de Rufus, loin de là. C'était du cuir, vieux et craquelé, mais soigneusement conservé. Une boucle en laiton, un fil bleu usé cousu le long du bord intérieur. Et sur l'étiquette, des initiales gravées à la main avec soin. CWH, Miss Marple l'avait retourné 2 fois, puis une 3e. Pas JT pour George Templeton. Pas même RT pour Roderick, mais un parfait inconnu. Et pourtant, quelqu'un d'assez proche pour avoir laissé un col dans le bureau privé du colonel. Elle le gardait maintenant dans la poche de son manteau, dissimulé, tandis qu'elle parcourait le couloir pour trouver l'inspecteur Crouch. Il s'était posté près du salon, recueillant des dépositions, scrutant les cheminées comme si elle pouvait receler des confessions chuchotées. Elle s'éclaircit doucement la gorge. « Inspecteur, puis-je vous parler ?» Il se retourna, l'air fatigué. « Si c'est encore à propos du roulement du personnel de cuisine pour le thé. »« Il s'agit d'un chien, » dit-elle. « Mais pas de ce genre de problème domestique. » Et elle sortit le collier.
Crouch fronça les sourcils. « Où as-tu trouvé ça ?»« Caché sous le bureau du colonel. Je ne pense pas que ce soit Rufus le chien auquel il appartenait. Mais la question est, à qui était-il ?» Crouch examina les initiales. « CWH, ça ne me dit rien. »« Cela m'a interpellé, » dit Miss Marple. « Pas fortement, mais suffisamment pour m'inquiéter. Le colonel avait un collègue pendant la guerre, le capitaine Charles de Wow Hensley. Décoré, renvoi de l'armée pour inconduite en 1919 après un scandale de détournement de renseignements. Disparu des archives publiques par la suite. Mais je soupçonne qu'il n'a jamais disparu de la vie de George Templeton. » Crouch la regarda d'un air sévère. « Vous pensez que ce Hensley a rendu visite à Cleve ? Ou plus probablement, dit doucement Miss Marple, il n'est jamais parti. » En milieu d'après-midi, le brouillard s'était de nouveau transformé en pluie, persistante et insistante, frappant aux fenêtres comme des doigts osseux. Miss Marple demanda une fois de plus l'accès au bureau du colonel, cette fois seule. Elle apporta avec elle un mètre ruban, une loupe et une détermination tranquille. Le tapis sous le bureau portait une légère éraflure, sans doute due à de lourdes bottes. Près de la cheminée, un poil de chien, plus rêche et plus foncé que le pelage sable de Rufus. Elle le ramassa avec sa pince à épiler, l'enveloppa dans un mouchoir et le déposa près du collier. Quelque chose clochait. Quelqu'un avait amené un chien dans cette maison, un chien qui n'était pas Rufus, et ce chien n'avait laissé aucune trace, si ce n'est le collier de son maître, glissé là où il n'aurait jamais dû être. Ce soir-là, le silence régnait à nouveau à table. 5 personnes étaient présentes. Lydia, impassible mais froide comme du cristal. Madame Lively, irritable et prompte à renverser la crème. Alton, toujours dans les parages. Le révérend Hensley, qui s'était attardé après le thé et était maintenant assis à la droite de Lydia. Et Miss Marple elle-même, dont le regard passait d'un visage à l'autre comme le mouvement silencieux de l'aiguille d'une horloge. « C'est étrange, dit-elle doucement, qu'un homme possède un chien et que personne ne se souvienne l'avoir vu le promener. » Le révérend se retourna. « Pardon ? Je fais bien sûr référence au capitaine Charles W. Hensley. » On entendit un cliquetis lorsque la cuillère du révérend toucha le bord de son bol. « Je ne crois pas que ce soit familier. Mais ces initiales sont si particulières, CWH, gravé sur un collier trouvé dans cette même maison. Et ce nom vous est certainement familier, puisqu'il s'agit du frère de votre père. » Un silence s'installa. La cuillère de Lydia resta figée en plein vol. Le révérend Hensley rit doucement. « Mademoiselle Marple, j'admire votre imagination, mais j'ai bien peur. Vous avez assisté à ses funérailles, je crois, en 1932, poursuivit Miss Marple. Bien que les archives soient quelque peu imprécises quant au lieu. Pas de nécrologie. Aucune mention dans le Times. Étrange pour un homme autrefois si décoré. Étrange, en effet, qu'aucune photographie de lui n'ait jamais été retrouvée. » Le sourire du révérend s'estompa. « Vous me soupçonnez d'usurper l'identité de mon propre oncle ? » ?»« Non, » dit Miss Marple. « Je soupçonne que votre oncle n'est jamais mort, et qu'il est venu dans cette maison sous un autre nom, et qu'il a amené avec lui un chien qui n'a pas survécu à ce qui s'est passé dans ce bureau. » À ce moment-là, Alton entra, les yeux écarquillés. « Madame, Miss Marple, vous m'avez demandé d'aller vérifier dans la vieille remise du jardinier. Oui, il y a une cage, des couvertures, et cette odeur de fourrure mouillée, mais pas de chien. Juste une vieille assiette en fer rouillé et une laisse. Le nom sur l'étiquette, Tobias. » Le regard de Miss Marple s'assombrit. Tobias n'était pas Rufus. Non, mademoiselle. Tobias était noir. J'ai trouvé un poil sur la caisse,
court, rêche, comme celui d'un labrador. Elle se tourna lentement vers le révérend. « Savez-vous ce qui est arrivé à Tobias, monsieur Hensley ?» Sa mâchoire se crispa. « C'est ridicule. »« Au contraire, » dit-elle, « tout commence à s'éclaircir. Les dossiers du colonel, les archives de guerre, le nom caché, R. Ellis, la commission secrète, les identités falsifiées. Quelqu'un est venu le faire taire, accompagné d'un chien pour s'assurer de son obéissance. Après tout, les chiens savent des choses. Ils reconnaissent les pas, les odeurs, la culpabilité. Madame Lively semblait sur le point de s'évanouir. Lydia se leva brusquement, la voix faible. « Je crois que cela a assez duré. »« Pas tout à fait, » dit Miss Marple, car ce collier n'était pas caché pour être oublié. C'était un avertissement, ou peut-être un souvenir. Le capitaine Hensley, ou qui qu'il fût vraiment, a dû le laisser là délibérément. La seule question est, George Templeton l'a-t-il laissé entrer de son plein gré? Une nouvelle voix se fit entendre depuis le couloir, basse et rauque. « Non, » dit la silhouette dans l'embrasure de la porte, trempée par la pluie. « Il ne l'a pas fait. » Tous les regards se tournèrent vers vous. C'était le véritable révérend Hensley, plus âgé, plus pâle et bien vivante. L'imposteur assis à côté de Lydia arborait une expression dégoûtée, sa chaise raclant le sol. Miss Marple se leva avec le calme d'une feuille morte. « Je crois, » dit-elle, « que nous avons trouvé l'homme qu'on n'aurait jamais dû retrouver. » Le faux révérend tenta de parler, puis s'enfuit vers la porte. Mais Crouch était déjà là, les menottes luisantes. Miss Marple reporta son attention sur le col dans sa poche. Les initiales n'étaient non plus un mystère, mais une carte, un nom, un fantôme enfin acculé. Et alors que le tonnerre grondait à nouveau dans le ciel, elle sut. Rufus avait disparu non pas parce qu'il avait fui, mais parce qu'il avait trop vu. Et quelqu'un s'était assuré qu'il ne hurlerait plus jamais. Sauf, et si Rufus n'était pas mort? Et s'il se cachait encore, lui aussi? Et que ferait-il s'il revoyait l'assassin de son maître? Chapitre 5. Le testament réécrit au crayon. Il était un peu plus de 6 heures du soir lorsque la cloche sonna à Cleeve House, longuement et tristement, comme si elle hésitait à annoncer qui la portait. La pluie tambourinait doucement et régulièrement contre les vitraux, et une brume s'insinuait depuis la lande, engloutissant la cime des haies et se glissant sous les vieux portails de bois. Miss Marple était assise près du feu, un châle de dentelle sur les épaules, son tricot posé sur ses genoux, ses pensées s'attardant sur les révélations qui se dévoilaient peu à peu concernant le meurtre du colonel Templeton. Elle se leva pour ouvrir la porte avant même qu'Alton n'ait pu répondre. Sur le seuil se tenait M. Bernard Arkwright, l'avocat du colonel, un homme maigre, vêtu d'un imperméable humide, les lunettes embuées, sa mallette serrée contre sa poitrine comme un bouclier. Il paraissait pâle et bouleversé, et lorsque Miss Marple ouvrit la porte, il entra sans préambule et murmura « C'est parti. Qu'est-ce que c'est, monsieur Arkwright? Le testament original. Ce n'est pas celui que j'ai rédigé, Miss Marple. Et le nouveau, il n'est pas signé. Pire encore, l'héritier présumé, monsieur Roderick Templeton, est introuvable. » Elle le conduisit dans le salon, où le feu était tamisé et où la maison semblait retenir son souffle. L'avocat posa sa mallette sur la table d'une main tremblante, l'ouvrit et en sortit un parchemin plié. « Ceci, dit-il, a été trouvé dans le coffre-fort du colonel. Verrouillé, aucun signe d'effraction, mais ceci... » Il le déplia complètement. « Ce n'est pas mon écriture. » Miss Marple examina le document. Les conditions étaient implacables. La totalité du domaine revenait à Roderick Templeton.
avec une modeste pension pour Madame Lively et Lydia. L'encre était pâle. En réalité, il ne s'agissait pas d'encre du tout, du crayon. Le colonel, murmura Arkwright, insistait toujours pour que ce soit à l'encre. Il considérait tout ce qui était moins informel comme indigne. Je lui ai remis la version finale lundi dernier. Signé, contre-signé. Ceci n'y figurait pas à l'époque. Et maintenant, l'exemplaire signé a disparu. Miss Marple plissa les yeux. Puis quelqu'un a enlevé l'original et l'a remplacé par celui-ci. Et quelqu'un a eu accès au bureau après la mort du colonel, ajouta Arkwright d'un ton sombre. Le coffre n'a pas été forcé, il connaissait la combinaison. Le tonnerre gronda alors, sourd et grave, comme un avertissement venu d'en bas. Miss Marple se leva en lissant sa jupe. Nous devons parler à Madame Lively, et ensuite à Lydia. Ils trouvèrent Madame Lively dans le salon jaune, le regard perdu dans un verre de xérès. Elle paraissait épuisée, comme si les murs de la maison commençaient à se refermer sur elle. « Madame Lively ?» demanda doucement Miss Marple. « Avez-vous vu quelqu'un entrer dans le bureau du colonel après sa mort, avant que la police ne le scelle ?» La veuve cligna des yeux. « Non, non, je ne crois pas, bien que j'ai mal dormi cette nuit-là. L'orage. J'ai entendu des craquements, des pas, peut-être, mais j'ai pensé que c'était mon imagination. Et Roderick, il est venu dans ma chambre vers 3 heures du matin. Il a dit qu'il n'arrivait pas à dormir. Il m'a demandé un brandy. J'ai trouvé ça étrange. George venait de mourir, mais Roderick avait l'air presque exalté. Miss Marple ne dit rien. Son regard se porta sur le portrait au-dessus de la cheminée. Le colonel Templeton en grand uniforme, les yeux froids comme de l'ardoise. Ils montèrent l'escalier jusqu'à la chambre de Lydia. Elle ouvrit rapidement la porte, toujours vêtue de son chemisier gris repassé, ses cheveux noirs tressés serrés contre son crâne. Elle paraissait calme, trop calme même. « Lydia ?» dit Miss Marple. « Sais-tu où est Roderick ?» Lydia fronça légèrement les sourcils. « Non, je supposais qu'il était là. »« Non, et le testament a été modifié. » L'expression de Lydia ne changea pas. « Modifié ?» Miss Marple lui tendit le papier. « Non signé, au crayon. » Lydia baissa les yeux, les examinant rapidement du regard. « Ce n'est pas la main de George. » « En effet, mais il désigne Roderick comme héritier principal. » À ces mots, Lydia serra les lèvres. « Quelle coïncidence !» Miss Marple inclina la tête. « Vous désapprouvez ?»« L'argent ne m'intéresse pas, Miss Marple, mais je savais que Roderick tramait quelque chose. Il a parlé une fois de falsifier la signature de George. Il en plaisantait. Mais avec Roderick, rien n'est jamais une plaisanterie. Je l'ai dit à George, il ne m'a pas cru. » Miss Marple l'observa. « Le colonel a-t-il évoqué la modification du testament ?»« Oui, » dit Lydia d'une voix douce, « mais pas en faveur de Roderick. Il comptait me désigner comme unique exécutrice testamentaire. Il a dit que j'avais du bon sens. C'est le mot qu'il a employé. Tu as du bon sens, Lydia. Personne d'autre n'en a. Il a dicté une nouvelle version à sa secrétaire à Londres la semaine dernière. Mais apparemment, elle n'est jamais arrivée jusqu'ici. » Miss Marple la remercia et partit. Ce soir-là, elle retourna au bureau. La pluie s'était calmée et la vieille maison gémissait sous le vent. Avec la permission, à contre-cœur, de l'inspecteur Crouch, elle s'assit au bureau du colonel, les yeux plissés sur l'encrier vide. Elle le dévissa. À l'intérieur, du papier, plié serré. Elle l'a extrait avec précaution, puis l'a déplié avec des gants. C'était une page arrachée d'un registre. L'écriture était grasse et lisible. Assignée au retour de l'avocat, Lydia héritera de tout. On ne peut faire confiance à Roderick.
daté du matin précédant la mort du colonel. Miss Marple le fixa du regard, les lèvres pincées. Puis elle baissa les yeux sur les légères rayures qui maculaient le bord du bureau, comme si quelqu'un y avait gravé des marques avec une lame ou une clé. Elle rapprocha la lampe. Gravé dans le bois, il observe depuis les murs. Cette nuit-là, alors que le feu faiblissait et que le vent griffait les avant-toits, Miss Marple appela Crouch, Arkwright et Lydia au salon. « Roderick, dit-elle, a réécrit le testament. Mal. Mais il n'était pas seul. Il ne l'a jamais été. Quelqu'un l'aidait dans l'ombre. Quelqu'un qui était dans cette maison avant même la mort du colonel. » Crouch se raidit. « Vous voulez dire l'imposteur? Celui que nous prenions pour le révérend Hensley? »« Non, » répondit Miss Marple. Cet homme avait ses propres raisons, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaissait l'emplacement du coffre du colonel, quelqu'un capable de falsifier des objets, quelqu'un qui observait, silencieux, tel un fantôme. Peut-être même caché derrière les murs? Lydia inspira brusquement. Miss Marple déposa le testament rédigé au crayon à côté de la page arrachée de l'encrier. Puis elle présenta l'indice final. Un morceau de mine de crayon, cassé, trouvé dans l'armoire à linge à l'extérieur du couloir. Elle leva les yeux vers eux. Il y a encore quelqu'un qui se cache dans cette maison. Et le silence qui suivit ne semblait pas vide, mais plein, observé, maintenu, comme si les murs eux-mêmes écoutaient. Chapitre 6. La bonne qui a fermé le garde-manger à clé 2 fois. Il était un peu plus de 5 heures du matin lorsqu'un cri strident, aigu et empli de panique, retentit du couloir des domestiques. La maison commençait à peine à s'animer. La pluie tombait sans discontinuer depuis l'aube, frappant aux fenêtres comme des doigts implorant la permission d'entrer. Miss Marple, déjà à moitié endormie dans la chambre d'amis attenante au hall principal, se leva d'un bond, s'enveloppa dans un châle et suivit le cri dans le couloir faiblement obscur, passa devant l'arrière-cuisine et pénétra dans l'aile des domestiques. Là, tremblante dans sa chemise de nuit et son tablier, se tenait Elsie, la plus jeune des 2 servantes de Cleeve House. Ses yeux étaient hagards, ses mains tremblaient violemment, tandis qu'elle désignait la porte du garde-manger. « C'est le chien, » murmura-t-elle. « Le chien du colonel, il est encore dans le garde-manger. » Miss Marple cligna des yeux. « Rufus ?» Elsie hocha la tête, mais elle la fit bouger comme si elle n'en croyait pas ses yeux. « Je l'ai vu par la fenêtre, à travers la petite grille du garde-manger, recroquevillé dans un coin. Je jure que j'ai fermé la porte à clé. Je l'ai fermée hier soir, et je ne l'ai plus jamais rouverte. Je vous le promets. » Miss Marple passa discrètement devant elle. La porte du garde-manger était bien verrouillée. Une simple clé en laiton se trouvait toujours à sa place habituelle, accrochée à un crochet près du garde-manger. Elle la prit, l'inséra dans la serrure et tourna. La porte s'ouvrit en grinçant. L'odeur qui frappa d'abord fut celle de l'humidité, du renfermé, avec un léger soupçon de légumes pourris et de graisse froide. Le garde-manger était sombre et étroit, bordé de hautes étagères remplies de conserves, de confitures, de cornichons et de bocaux en verre ternis par le temps. Et là, dans un coin reculé, presque dissimulé sous un vieux sac de farine, se trouvait Rufus. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Son corps était raide, recroquevillé comme endormi, bien que ses yeux fussent devenus sombres et ouverts. Une croûte de salive séchée collait à son museau. Il n'y avait ni sang, ni blessure, mais le malaise qui s'était installé dans la pièce était palpable, anormal. L'inspecteur Crouch arriva peu après l'aube, alerté par le cri de la servante et l'appel du majordome. Il se pencha près du chien et renifla l'air.
Du poison » murmura-t-il. Miss Marple se tenait près de la porte, les bras croisés. « C'est possible. Mais si c'est le cas, c'est une vieille ruse. Pas de nourriture renversée, pas de bouteille cassée. Quoi qu'il ait ingéré, c'était bien avant qu'on l'y mette. » Crouch la regarda d'un air sévère. « Vous insinuez que le chien a été déplacé ?» Elle acquiesça. « Placé, tout à fait délibérément, et pas par elle-ci. » La jeune fille était assise dans la cuisine, enveloppée dans une couverture, encore pâle de peur. « Racontez-moi encore, » dit doucement Miss Marple en la rejoignant. « Tout ce dont vous vous souvenez. » Elsie déglutit. « J'ai fermé le garde-manger à clé après le souper hier soir, comme d'habitude. J'y suis retourné avant de me coucher pour vérifier. Je le fais toujours. Il était bien fermé. J'ai même secoué la poignée 2 fois. Avez-vous entendu quelque chose pendant la nuit? Un bruit? Un grattement? Comme quelque chose qui pousse contre du bois. Mais j'ai cru que c'était un rat dans le plancher. C'est une vieille maison. » Miss Marple lui adressa un petit sourire. En effet, ils la laissèrent sans se reposer. Plus tard, Miss Marple retourna au garde-manger et l'examina de plus près. Sur le bord intérieur de la porte, une légère trace, comme du charbon ou de la cendre. Elle la toucha, la renifla, de la suie. Et sur le sol, sous l'étagère, une traînée d'empreintes de pattes qui ne menaient pas vers la porte, mais s'en éloignaient, disparaissant sous une caisse en bois coincée contre le mur du fond. Elle s'agenouilla et déplaça la caisse. Une étroite fissure dans le sol apparut. Une trappe, déformée et presque invisible dans l'obscurité. Elle tira sur le bord. Elle grinça et se souleva lentement. En dessous, un passage peu profond, maçonné de pierres humides, s'étendait vers la cave à vin. Le chien n'était pas entré par la porte, on l'avait fait entrer par le plancher. Elle est allée chercher l'inspecteur Crouch. Ils suivirent le passage avec une simple lanterne. L'air était froid et étouffant. Des souris filaient devant eux. La créature apparut derrière un panneau mural de la cave à vin, juste sous l'escalier menant au bureau. Miss Marple épousseta un anneau rouillé incrusté dans le sol de pierre. Un autre passage, elle hésita. « Non, » dit-elle enfin. « Pas un autre passage. Une cachette. Une cachette. » Ils l'ont ouvert de force. À l'intérieur, enveloppée dans une toile cirée, se trouvait une petite boîte en bois. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une pile de papier. Des rapports dactylographiés. Des noms, des lieux, des codes chiffrés. Un fin rouleau de négatifs photographiques. Et tout en haut, une enveloppe, scellée à la cire rouge, ornée d'un insigne gouvernemental délavé. Crouch se pencha en avant. « C'est militaire. »« Classifié, » murmura Miss Marple. « Du passé du colonel. Des dossiers de renseignement, sans doute. Ramenés, clandestinement de France. Peut-être même des éléments de chantage. » Ils ont ramené la boîte au bureau de l'inspecteur, sous clé. Mais la question restait en suspens. Qui avait déplacé le chien? Qui avait ouvert le plancher, y avait placé l'animal, refermé la boîte et fait comme si de rien n'était? Ce soir-là, Miss Marple était assise seule dans le salon, sa broderie intacte, l'esprit trop occupé pour trouver le repos. Lydia passa dans le couloir et s'arrêta. « Avez-vous déjà eu un chien, Miss Marple ?» demanda-t-elle soudainement. « Une fois, » répondit-elle. « Un petit épagnol. Il a mordu le laitier. » Le sourire de Lydia s'estompa. « Je n'ai jamais aimé Rufus. Il observait tout le monde. Il les jugeait. »« Les chiens sont doués pour ça, » dit Miss Marple. « Ils se souviennent des odeurs, des intentions, des secrets. » Lydia s'approcha. « Croyez-vous que Rufus ait été empoisonné ?» Miss Marple leva les yeux vers elle. « Je crois qu'il a été réduit au silence. » Plus tard,
Miss Marple retourna au garde-manger. La trappe avait été refermée, mais elle s'assit sur un petit tabouret et attendit dans le silence, l'oreille aux aguets. À minuit pile, elle l'entendit. Bruit de pas. Doux, lent, prudent. Pas depuis le hall, depuis ci-dessous. Elle n'a pas bougé. Le panneau s'ouvrit en grinçant derrière le casier à vin. Une silhouette en émergea, mince, rapide, vêtue de noir. Ils passèrent devant elle sans la voir dans l'obscurité. Miss Marple s'avança et la lanterne s'illumina. « Bonjour, dit-elle. » La silhouette se figea. C'était Alton, le majordome. Il tenait quelque chose dans sa main, une clé. « Miss Marple, dit-il d'un ton froid, vous ne devriez pas être ici. »« Et pourtant, me voilà, répondit-elle. Tout comme Rufus, il recula. « Vous ne comprenez pas ? Je comprends parfaitement. Vous connaissez ces passages depuis des années. Le colonel les a utilisés pendant la guerre. Vous étiez déjà son homme à cette époque. Je l'ai protégé. »« Non, dit-elle doucement. Tu as protégé ses secrets. » Alton baissa les yeux. Il allait donner les dossiers à quelqu'un, je ne sais pas qui, mais ils sont venus demander, je n'ai rien dit. Mais le chien savait. Donc tu l'as tué ? Non, murmura-t-il. Je l'ai trouvé. Quelqu'un d'autre l'avait fait, mais je l'ai caché pour gagner du temps. Du temps, pourquoi ? Pour trouver la personne qu'il craignait le plus. Miss Marple le fixa du regard. Puis elle a demandé « Sais-tu qui se cachait dans l'armoire à linge ?» Alton ne dit rien. Mais son silence lui suffisait. Elle se détourna lentement, la voix basse. « Alors je crains que nous ne soyons pas les seuls dans cette maison à encore jouer au secret. » Elle le laissa là, lanterne à la main, fixant le mur de pierre comme s'il attendait qu'il lui parle. Mais ce ne serait pas le cas, pas encore, pas avant que quelqu'un n'ouvre la porte d'à côté. Et il a trouvé la personne qui n'était jamais partie. Chapitre 7. Le murmure sous le plancher. La tempête revint avec une violence inouïe la 7e nuit après la mort du colonel Templeton, griffant les avant-toits de Cleeve House de ses doigts de pluie implacables. Le vent gémissait dans les cheminées, et les hautes haies se courbaient sous le poids du jardin, leurs formes déformées et ondulant comme des silhouettes drapées bravant l'obscurité. Miss Marple était assise dans le salon, un lieu qu'elle avait pris l'habitude de fréquenter, non pour son confort, mais pour ses secrets. La pièce avait changé depuis la disparition du colonel. Elle ne ressemblait plus à l'âtre d'une grande demeure anglaise, mais au cœur même de quelque chose d'enfoui. Le feu sifflait dans l'âtre, plus de fumée que de flamme, et les aiguilles à tricoter de Miss Marple reposaient immobiles sur ses genoux. Elle écoutait. La voix de l'enfant venait de derrière elle, petite, nerveuse, et teintée d'une sorte de culpabilité. « Miss Marple, je crois qu'il y a quelqu'un sous le plancher ?» C'était Daisy, la nièce de la gouvernante, venue du village pour aider à récurer le carrelage de la cuisine et à ramasser du bois. Elle n'avait que 9 ans, un regard perçant et s'effrayait facilement. Mais elle n'était pas du genre à raconter des histoires. Miss Marple se retourna, sa voix douce. « Qu'est-ce qui vous fait dire cela, ma chère ?» Daisy paraissait pâle à la lumière de la lampe, ses mains crispant le bas de son gilet. « Je l'ai entendu, 2 fois déjà. Alors que j'étais seul dans la pièce, des chuchotements, comme si quelqu'un parlait, mais à travers le plancher. J'ai cru que c'était le vent, mais ce n'était pas le vent. » Miss Marple prit la main de l'enfant. « Montrez-moi où. » Ils se dirigèrent vers le coin le plus éloigné du salon, près du vieux meuble en noyer qui contenait le cognac du colonel. Daisy s'agenouilla près du parquet ciré et désigna du doigt. « Ici, juste ici. » Miss Marple suivit, s'abaissant dans un léger craquement des genoux.
Elle tapota légèrement le sol du bout des doigts. Creux, elle avança d'un pouce. Creux à nouveau. Elle se leva, son regard parcourant la pièce. « Pourriez-vous aller chercher M. Bishop, le jardinier? Dites-lui que je l'ai demandé. » Moins d'une heure plus tard, le tapis avait été soulevé et l'armoire déplacée. Bishop grommela en allant chercher son pied de biche, mais une lueur d'intérêt brillait tout de même dans ses yeux. Il souleva lentement la première planche. Dessous, de la poussière, noire et épaisse. Puis une autre, et encore une autre. Ce qui apparut n'était pas les solives et la terre attendue, mais de la pierre, une pierre humide et irrégulière formant un carré dans le sol. « Une trappe », dit doucement Miss Marple. « Scellée et oubliée. » Bishop se pencha plus près. Ça sent le renfermer comme une tombe. « Voyons voir ce qu'il cache. » Le panneau se souleva avec un grincement, et un souffle d'air froid s'échappa des ténèbres en contrebas. Un escalier étroit descendait vers l'inconnu. Bishop leva sa lanterne et commença la descente, suivi de près par Miss Marple. La pièce était peu profonde, ses murs de pierre et de bois délabrés, couverts de moisissures. L'odeur était plus forte maintenant. Vieillesse, décomposition, papier humide. Et autre chose? Sous cette odeur de moisi, une légère trace de tabac à pipe. Familier, masculin, récent. Miss Marple s'approcha d'une pile de caisses dans un coin. À l'intérieur, des livres, des registres, des enveloppes, tous patinés par le temps mais secs, bien conservés. Elle ouvrit le premier livre. Des archives militaires. Non pas du ministère de la Guerre, mais des dossiers personnels du colonel. Elle tourna une page. Et voilà, c'était encore là. R. Ellis, le même nom que celui figurant sur l'enveloppe secrète. Le même nom griffonné dans les notes du colonel avant sa mort. Bishop toussa. « Il y a de la literie ici, mademoiselle. » Des couvertures. Quelqu'un a dormi là-bas. Dormir ici. Elle se dirigea rapidement vers le mur du fond, où était autrefois accrochée une tapisserie délavée. Derrière, un tunnel étroit s'incurvait vers l'aile ouest de la maison. « Pas seulement dormir, » dit-elle d'un ton sombre. « Vivre. » Le lendemain matin, ils scellèrent à nouveau l'espace, et Bishop se posta dans le salon avec un fusil et une flasque. Mais Miss Marple retourna dans sa chambre et étala sur le lit les objets qu'elle avait récupérés. Les dossiers militaires étaient détaillés, mais un document se démarquait. Une lettre manuscrite, griffonnée à la hâte. « Si ce message te parvient, George, je t'en supplie, détruis ces fichiers. Je ne peux échapper au passé. R. Ellis n'est pas celui que tu crois. Nous avons été compromis. L'un de nous, peut-être les deux. Ils s'en prendront à toi ensuite. N'en parle à personne. Surtout pas à Lydia. » Miss Marple fixa la signature. Elle était illisible. Un prénom ou un déguisement? Au petit déjeuner, Lydia était absente. On ne l'avait pas vue depuis le début de soirée de la veille. Miss Marple s'enquit doucement de sa présence. Madame Lively parut soucieuse, mais pas alarmée. « Elle a des sautes d'humeur, » dit-elle. « Elle erre dans les jardins la nuit. Elle parle toute seule. »« Elle n'est pas dans les jardins, » répondit Miss Marple. « Elle n'est nulle part où nous avons cherché. » Cet après-midi-là, l'orage passa et les nuages se dissipèrent, laissant apparaître une trouée de ciel argenté. Miss Marple se tenait dans le salon, le regard fixé sur le tapis qu'ils avaient remis en place. Elle imagina Lydia, pieds nus dans le couloir, l'oreille collée au sol, entendant quelque chose, un murmure, un nom, un secret qui ne devait jamais être révélé. Puis elle l'imagina descendant les mêmes marches, non pas avec peur, mais avec certitude, avec reconnaissance.
Elle se tourna vers Crouch, qui était arrivé essoufflé avec un télégramme de Londres. « Vous voudrez voir ça ?» dit-il en le lui tendant. Nous avons retracé le nom R. Ellis et l'avons recoupé avec des alias militaires. Miss Marple déplia le papier. On pouvait y lire « Alias du capitaine Charles Hensley, disparu en 1945, déclaré mort, soupçon de défection, lié au dossier Templeton. » Elle leva les yeux. « L'imposteur qui se faisait passer pour le révérend Hensley, » dit-elle doucement. Il n'utilisait pas seulement un nom volé, il était R. Ellis. Crouch fronça les sourcils. Et Lydia? Elle le connaissait. C'est pourquoi le colonel a modifié le testament, non seulement pour déshériter Roderick, mais aussi pour la protéger de la vérité. Crouch la fixa du regard. Quelle vérité? Miss Marple regarda le sol du salon. Que l'homme caché sous cette maison n'était pas seulement un fantôme du passé du colonel. Ses yeux se plissèrent. C'était le père de Lydia. À ce moment précis, le plancher craqua au-dessus d'eux. Bishop cria. Miss Marple courut, pas vite, mais avec une détermination terrible, jusqu'au salon. La trappe était ouverte, et Lydia avait disparu. Chapitre 8. La photographie au visage arraché. L'orage s'était calmé, mais l'air restait lourd, comme si la pluie avait laissé une trace inachevée. Sur les collines surplombant Lower Fellwood, un faible soleil filtrait d'un or pâle à travers les nuages déchirés, projetant de longues ombres sur les toits d'ardoise et les champs détrempés. À Cleeve House, les volets restaient clos malgré l'éclaircie, comme si la maison elle-même craignait ce que la lumière du jour pourrait révéler. Au petit matin, un cri perçant résonna dans le hall du haut. Une voix effrayée, suivie du fracas caractéristique d'un objet ancien et en bois dévalant l'escalier du grenier. Miss Marple était déjà à mi-chemin de l'étroit escalier lorsqu'elle rencontra Elsie la bonne, essoufflée et d'une pâleur fantomatique, serrant un chiffon à poussière dans une main tremblante. « Il est tombé, » balbutia-t-elle. « Il a glissé hors de la boîte tout seul. Je ne l'ai pas touché, je vous jure, Miss Marple. » En haut de l'escalier, là où des toiles d'araignée s'accrochaient aux poutres et où flottait une odeur de papier sec, gisait un cadre de bois fendu. Sa vitre était intacte, bien que maculée par le temps. À l'intérieur, sous le vitrail déformé, se trouvait une photographie, au ton sépia et aux bords légèrement gondolés. 3 silhouettes se tenaient côte à côte, 2 d'entre elles encore parfaitement visibles. Le colonel Templeton en uniforme, plus jeune et sévère, les épaules carrées comme un chambranle. À côté de lui, une femme aux cheveux blonds relevés en chignon, arborant un sourire crispé à la mode de l'époque. Mais la 3e silhouette placée entre elles avait été violemment arrachée. Il ne restait que la courbe d'une épaule et le bout des doigts d'une main. Miss Marple s'agenouilla lentement et souleva la photographie. La déchirure n'était pas nette. Elle avait été faite avec fureur. « Chez qui était-ce entreposé ?» demanda-t-elle doucement. Elsie secoua la tête. « Une boîte de vieux documents. Dans la chambre à l'étage, celle avec le volet cassé. Monsieur Alton a dit qu'on n'y avait pas touché depuis des années. » Miss Marple retourna la photographie. Au dos, écrit au crayon, Langford, 1934. Crouch arriva peu après, appelé par le bureau du gendarme. Il examina la photographie à la lumière d'une lampe, en plissant les yeux. Le colonel, sans aucun doute, on dirait Alice Lively à côté de lui, beaucoup plus jeune, mais la coiffure est la même. Alors, qui a été enlevé? Miss Marple resta longtemps silencieuse. Qui que ce soit, cette personne était destinée à disparaître. Serait-ce Hensley? Ellis? C'est possible, mais la main qu'on aperçoit sur le bord déchiré est petite, et l'épaule.
Je pense que c'est une veste de femme, plus délicate. Crouch haussa les sourcils. Une troisième femme, donc? Miss Marple acquiesça. Et qui qu'elle fût, elle se tenait entre eux. Plus tard, dans la journée, Miss Marple rendit visite au presbytère, où le révérend Hensley, réel un d'eux, se reposait après son épreuve. C'était un homme âgé, les yeux fatigués mais vifs, les mains assurées tandis qu'il versait le thé avec un léger tremblement perceptible, seulement aux yeux avertis. « Je n'ai jamais bien connu le colonel, dit-il d'une voix douce, mais je me souviens des funérailles en 1932, lorsque sa femme est décédée, et avant elle, il y avait une sœur, je crois, ou une cousine. Personne n'en parlait beaucoup. Elle a disparu de la famille subitement. » Miss Marple leva les yeux. « Vous souvenez-vous d'un nom? » Je crois que c'était Claire. Claire Withers, peut-être, ou Wetherell. Quelque chose avec un W. De retour chez elle, elle fouilla l'armoire à linge où l'imposteur s'était jadis caché. Sous l'étagère du bas, derrière un panneau mal fixé, elle découvrit un paquet enveloppé dans de la toile cirée. De vieilles lettres, décolorées mais lisibles. Elles étaient adressées à George, signées d'une main féminine en boucle. Bien à vous, Claire. Les dates s'échelonnent de 1931 à 1934. Puis, plus rien. Miss Marple en lut un, daté de mars 1934. George, pourquoi refuses-tu de m'écouter? Je t'ai dit ce que j'ai vu. Je t'ai dit ce que ton frère faisait de l'argent, et tu m'as traité d'hystérique. Mais je ne me tairai pas. J'ai écrit au ministère de la guerre. Ils doivent savoir ce que vous avez fait tous les deux. Claire Miss Marple le plia soigneusement et le glissa dans sa poche. Un mobile, donc. Non seulement une trahison, mais aussi une révélation. Claire avait menacé de dévoiler quelque chose, puis elle avait disparu. Ce soir-là, elle réunit toute la maisonnée au salon. La lumière était tamisée, l'air immobile. Personne ne parla jusqu'à ce que Miss Marple prenne la parole. « J'ai trouvé une photo au grenier, » commença-t-elle. « 3 personnes, 2 sont mortes, une a été arrachée à la vie. » Lydia, assise près de la cheminée, se raidit. « Tu crois que c'est important? Je pense que quelqu'un voulait la faire disparaître, effacer sa mémoire. Mais elle en savait trop. Et maintenant, même après sa mort, elle a refait surface. » Miss Marple déposa la photo déchirée sur la table. Elle s'appelait Claire. Claire Wetherell, la belle-sœur du colonel, et peut-être la mère de Lydia. Lydia se leva si vite que sa chaise racla le sol. « C'est absurde. » « Vraiment? Il n'existe aucune trace de vos origines. Seulement que George vous a recueilli après la mort de vos parents. Mais je crois que Claire a été réduite au silence et vous étiez trop jeune pour le savoir, ou vous en souvenir. » Madame Lively semblait faible. « Je crois, » poursuivit Miss Marple, « que Claire a découvert quelque chose de dangereux. Quelque chose qui liait le colonel, Ellis et une trahison pendant la guerre. Elle a menacé de tout révéler, et elle a disparu. » Crouch fronça les sourcils. « Mais où est le corps? » Miss Marple se tourna vers Bishop. « Monsieur Bishop, où se trouvait la roseraie avant la guerre? » Il parut perplexe. « Pelouse nord, mais le colonel l'a fait déplacer. Il disait que le sol était pauvre. » Miss Marple acquiesça. « Nous devons creuser là-bas, demain. » La voix de Lydia retentit, fragile. « Et qu'espérez-vous trouver, Miss Marple? » Miss Marple la regarda droit dans les yeux. « Un murmure, dit-elle, venu des profondeurs de la terre. » Et pendant un instant, juste un instant, la main de Lydia trembla, comme si elle savait déjà ce qui était enterré là. Chapitre 9. Le chien qui refusait l'odeur de son maître. Le crépuscule approchait lorsque le chien à poil dur arriva du village voisin de Moorbridge,
menée par un garçon maigre aux joues brûlées par le vent et boitant de la jambe gauche. Le chien n'était pas grand, mais robuste, bringé, avec un regard perçant et une musculature fine, celle d'un animal élevé pour l'utilité, non pour l'apparat. Miss Marple observa depuis la fenêtre du salon, tandis que le garçon remettait la laisse à l'inspecteur Crouch, qui s'accroupit, parla à voix basse, puis fit signe au garçon d'entrer pour le thé. Le chien, Fen, de son nom, avait appartenu autrefois au cousin du garde-chasse et avait souvent servi lors des recherches dans les champs environnants. Mais ce n'était pas son dressage qui le rendait précieux à présent. C'était son flair. « Amenez-le dans le bureau », dit doucement Miss Marple, les doigts joints devant elle. « Qu'il sente le fauteuil du colonel, le bureau, la cheminée, et ensuite amenez les suspects. » Crouch hésita. « Tu crois vraiment que le chien le saura ? » « Les chiens se souviennent de ce que nous choisissons d'oublier, » répondit-elle, sans méchanceté. « Surtout de la trahison. » Le bureau restait fermé depuis 1 semaine. La pluie ayant pourri les rosiers et la moisissure, s'étant infiltrée le long des murs nord de la cave. À l'intérieur, la pièce avait des allures de caveau, immobile, lourde de secrets. Fen renifla le tapis, fit un premier tour, puis un deuxième, s'arrêtant un instant près du bureau, à l'endroit où le colonel Templeton s'était effondré. Sa queue se raidit. Il gémit. Puis, d'un pas lent et mesuré, il pressa son museau contre le fauteuil en cuir près du feu, expira et retourna vers la porte. Prêt, Crouch appela les membres de la famille un par un. Alton entra le premier, imperturbable comme toujours, les mains derrière le dos. Fen le renifla d'un air indifférent. Rien. Madame Lively arriva ensuite. Fen se lécha la main et resta assise tranquillement. Puis Lydia. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, le regard plissé comme pour défier le chien de se méprendre sur elle. Fen s'avança à pas feutrés, renifla son ourlet, puis recula sans un bruit. Miss Marple observait attentivement. Vint ensuite Bishop, le jardinier, puis le révérend Hensley, l'air fatigué et sincère, qui caressa distraitement le dos du chien. Le dernier en date était Roderick Templeton. Il était rentré à Cliff House sous escorte policière 2 jours auparavant, sa disparition soudaine ayant été expliquée par une dépression nerveuse, une réaction au décès de son oncle et au scandale qui s'en était suivi concernant le testament. Il était pâle, plus nerveux qu'auparavant, mais pas totalement contrit. Il entra dans le bureau avec un sourire en coin qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Fen fixa le vide. Alors, quelque chose changea chez l'animal. Ses oreilles se dressèrent, ses pattes arrière se tendirent. Il grogna. Un grognement sourd et humide qui monta de sa poitrine, comme une voix ancestrale et furieuse. Roderick se figea. Fen s'est jeté en avant. Sans mordre, jamais, mais en bondissant, aboyant, grognant, tirant sur la laisse jusqu'à ce que Crouch l'attende brusquement. Le silence se fit dans la pièce. La bouche de Roderick s'ouvrit, puis se referma. Son visage se décolora. Miss Marple s'avança. « Vous connaissiez le chien ? » ?»« Non, » répondit-il, rapidement. « Je ne l'ai jamais vu auparavant. »« Et pourtant, elle te connaît ? » dit-elle doucement. « Et elle te hait. » Roderick recula vers la porte. « C'est absurde. Vous essayez de faire témoigner un animal ? » Mais personne ne dit un mot. Les aboiements de Fen s'estompèrent lorsqu'on le conduisit dehors. La maison sembla soupirer avec lui, comme si une limite avait été franchie. Plus tard, dans la soirée, Miss Marple était assise dans le bureau, le feu rallumé, les volets tirés pour se protéger du froid. Crouch la rejoignit, un verre de whisky léger à la main, le visage crispé. « Croyez-vous qu'il ait tué le colonel ? »
Miss Marple remua son thé. « Je crois que Roderick n'a pas agi seul, mais sa trahison était personnelle. Le colonel lui faisait confiance, même après les lettres, la tentative de falsification du testament. Et cette confiance, une fois brisée, laisse une trace. Les chiens la connaissent, les humains aussi, bien que la plupart essaient de l'oublier. » Crouch soupira. « Le dossier que vous avez trouvé sous le garde-manger, celui qui mentionnait R. Ellis, il a encore disparu. » Elle leva les yeux. « Quoi ? » ?»« Disparu. On l'avait enfermé dans mon tiroir. Mais ce matin, il était vide, aucune trace d'effraction. » Miss Marple posa sa tasse de thé. « Alors celui que nous traquons marche encore parmi nous. » Ils fouillèrent la maison du grenier à la cave. Le dossier restait introuvable. Mais dans un coin de l'armoire à linge, sous un drap plié, Crouch découvrit un gant, petit, en cuir, décoloré, d'un gris tourterelle doux. Miss Marple le prit et le retourna. À l'intérieur, écrit à l'encre, c'est « Wetherall ». Elle leva lentement les yeux. Clair. Pas disparu. Pas effacé. Toujours là. J'observe. J'attends. Et le chien, peut-être que le chien n'avait pas du tout grogné contre Roderick. Peut-être avait-elle grogné à cause de l'odeur qui s'accrochait à lui. L'odeur de quelqu'un d'autre, quelqu'un que l'on croyait mort depuis longtemps. Chapitre 10. Le piège derrière la porte de la cave. La pluie revint alors que le ciel s'assombrissait au-dessus de Cleeve House, transformant les allées de gravier en une boue grise et tambourinant comme 1000 doigts sur le toit d'ardoise. À l'intérieur, l'air était lourd, humide de l'odeur de vieilles pierres et du silence. Le manoir, jadis grandiose, alourdi par des secrets longtemps enfouis et plus récemment exhumés, semblait se replier sur lui-même, comme s'il cherchait à entendre ses propres craquements et murmures. Miss Marple traversa silencieusement le hall, silhouette d'une apparente fragilité dans son cardigan lavande et ses chaussures confortables, bien que ses yeux brillaient d'une lueur plus précise que l'âge. Le calcul. Sa décision était prise. Le temps des investigations discrètes était révolu. Il fallait désormais tendre un piège, et ce, avec précaution. Non pas pour piéger un voleur, ni même un meurtrier. Non, ce piège était destiné à la seule chose que les coupables redoutaient le plus. La vérité. Tout a commencé avec une bouteille de Porto. Miss Marple la choisit elle-même dans la cave, descendant les étroits escaliers de pierre, une lanterne à la main et un linge plié dans l'autre. La bouteille était vieille, sans étiquette, poussiéreuse de négligence, mais bien scellée. Elle la monta et la déposa dans le salon sur le plateau d'argent, à côté du vieux registre des clients relié en cuir craquelé. Puis vint le gramophone, récupéré dans le salon de musique. Un modèle HMV à manivelle, avec un enfoncement dans le pavillon et un disque de nocturne de Chopin déjà chargé. Elle le posa délicatement sur le buffet. Elle ajusta le fauteuil, bête la lampe, drapa un châle à carreaux sur le dossier. Tout était disposé avec soin. Et enfin, l'appât. Une question si anodine, si précise, si déplacée, que seul celui qui portait le souvenir enfoui reculerait. Elle exigea la présence de la maisonnée à 9 heures précises. L'orage redoublait d'intensité. Le tonnerre grondait depuis la lande, mais ils arrivèrent. Lydia, calme et sereine. Madame Lively, pâle mais élégante. Bishop, grommelant entre ses dents. Alton, toujours aussi impassible. Même Roderick, fraîchement rentré et tremblant d'une bravade nerveuse, obtempéra. Ils s'assirent tous sous le lustre vacillant, les verres à Porto luisant d'un noir sanglant. Miss Marple se tenait près de la cheminée, éclairée par les flammes. « Ce soir, commença-t-elle doucement, j'aimerais vous poser une simple question. Une simple question de mémoire, en fait. Vous souvenez-vous de l'air qui jouait la nuit de la mort du colonel Templeton ?
Une pause. Lydia pencha la tête. « Il n'y avait pas de musique, Miss Marple ?» »« Non, » répondit Alton d'un ton ferme. « Le gramophone n'a pas servi ce soir-là. Je ferme le meuble à clé. Le colonel n'aimait pas qu'on l'utilise après la tombée de la nuit. » Madame Lively secoua lentement la tête. « Nous étions à table. Il y avait un orage. Pas de musique. » Miss Marple sourit. « Je vois. C'est bien ce que je pensais. Et pourtant ?» Elle s'approcha du buffet, tourna la manivelle et laissa tomber l'aiguille sur le disque en rotation. La pièce s'emplit des premières notes douces et mélancoliques du nocturne en do dièse mineur de Chopin. La mélodie s'élevait, fragile et empreinte d'ombre. Et Roderick tressaillit. C'était subtil, un mouvement brusque de l'épaule, un tressaillement au coin de l'œil, mais indéniable. Miss Marple l'observait attentivement. « Vous vous souvenez, n'est-ce pas, Monsieur Templeton ?» Il cligna rapidement des yeux. « Quoi ? » ?»« Non, je vous l'ai dit, je n'étais pas là, je suis allé me promener ce soir-là. » Sous la pluie, sa mâchoire se crispa. Elle laissa la musique jouer pendant 1 minute entière avant de lever le bras du tourne-disque. Le silence retomba dans la pièce. « J'ai trouvé ce disque dans le bureau du colonel, » dit-elle. Il était encore sur le tourne-disque. Jamais écouté, d'après vous tous. Et pourtant, il portait une rayure toute neuve, une seule. Et le gramophone avait été rembobiné récemment. Quelqu'un l'avait écouté. L'évêque se remua sur sa chaise. « Peut-être le colonel, avant le dîner ?»« Peut-être, » dit Miss Marple. « Mais alors, pourquoi mentir à ce sujet ?» Elle se tourna vers Lydia. « Mademoiselle Templeton, vous souvenez-vous de l'écriture de votre mère ?» Lydia parut surprise. « Ma mère ? Oui, Claire Wetherell. » Un silence. Puis Lydia dit lentement. « Je ne l'ai vue qu'une seule fois, une lettre, glissée dans un livre à la bibliothèque. J'avais 12 ans. Georges me l'a prise avant que je puisse finir. » Miss Marple hocha la tête et sortit un papier plié de sa poche. Ce mot a été trouvé derrière un panneau dans le garde-manger. L'encre est pâle, mais l'écriture est distincte. On peut y lire. Il a apporté les dossiers ici. Si je disparais, regardez sous l'escalier de la cave, et c'est signé, tout simplement, C. Lydia ne quittait pas le papier des yeux. Je crois, oui, c'est sa main. Crouch s'avança depuis l'embrasure de la porte plongée dans l'ombre. « Nous avons vérifié sous l'escalier de la cave, Miss Marple. Il n'y avait que de la terre et des briques. »« Oui, » répondit-elle. « Mais pas la marche elle-même. » Un silence s'installa, le temps que ses paroles se dissipent comme de la poussière. Puis Miss Marple se tourna vers Bishop. « C'est vous qui avez creusé les nouveaux parterres de roses, n'est-ce pas, monsieur Bishop ?» Il acquiesça. « Oui, madame. Au printemps dernier. Je les ai déplacés de la pelouse nord. Vous souvenez-vous de qui a donné l'ordre ?» Bishop fronça les sourcils. « J'avais supposé que c'était le colonel, mais en y repensant, c'était un mot. Il est passé par Alton. » Alton remua. « Oui, je l'ai transmis. Je ne l'ai pas écrit. » La voix de Miss Marple était douce. Mais quelqu'un le savait. Quelqu'un qui connaissait l'endroit précis où Claire avait été vue pour la dernière fois. Quelqu'un qui craignait ce que sa tombe pourrait révéler. La voix de Lydia tremblait. « Sa tombe ?» Miss Marple s'adressa à elle avec douceur. « Claire n'a pas disparu. Elle est morte ici. Et celui qui l'a enterrée devait effacer non seulement sa présence, mais aussi son passé, y compris l'enfant qu'elle a laissé derrière elle. » L'horloge sur la cheminée a fait tic-tac une fois, puis une autre. Roderick se leva brusquement. « C'est ridicule. Vous inventez des histoires à dormir debout. Vraiment ?
La voix de Miss Marple restait calme. Et pourtant, Fen, le chien de votre oncle, n'a attaqué personne d'autre. Seulement vous. Et seulement après avoir reniflé votre manteau. Un manteau qui appartenait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un que l'on croyait mort depuis longtemps. Elle s'est dirigée vers la porte. Monsieur Crouch, la cave. Ils descendirent ensemble. Miss Marple, Crouch, Bishop et 2 agents de police, en silence. L'air était saturé de moisissures et d'une légère odeur métallique de pierre humide. Ils la trouvèrent sous la 2e marche, là où les briques s'étaient effondrées. Une cavité peu profonde. Une chaussure de femme. Fragments de dentelle. Et les os. Crouch se tourna vers elle, le visage pâle. « Comment le saviez-vous » Le regard de Miss Marple était fixe. Le chien, la musique, l'écriture, et le mensonge que personne ne parvenait à démêler. Ils surgirent dans l'orage au moment même où la foudre zébrait le jardin. À l'étage, Roderick avait disparu. Mais le piège s'était déjà refermé. Il avait passé le disque. Il avait ouvert la porte du bureau ce soir-là. Et maintenant, tel le fantôme de Claire dans les murs, la vérité le poursuivrait. Jusqu'à la potence. Chapitre 11. Le visiteur qui est venu avant la pluie. Le lendemain matin, après que la cave eut livré son secret, les ossements fragiles de Claire Wetherall recroquevillés sous les briques, comme une question qu'il n'aurait jamais fallu poser. Le brouillard s'accrochait aux haies avec une persistance fantomatique. Cleve House se dressait silencieuse sous son linceul de deuil, tous volets clos pour se protéger du vent violent qui avait balayé la lande pendant la nuit, comme si la nature elle-même avait reculé devant ce qui avait été exhumé. Les gendarmes montaient la garde près des rosiers. L'inspecteur Crouch faisait des allers-retours précipités entre le domaine et le commissariat, et à l'intérieur du manoir, Miss Marple buvait son thé en silence, l'esprit alourdi par le poids du passé. Il était presque midi lorsque Madame Walsh, la postière retraitée de Lower Fellwood, arriva à la maison, serrant contre elle un sac de voyage usé et semblant avoir lutté contre le vent pour y parvenir. Son châle était trempé et ses yeux grands ouverts derrière d'épaisses lunettes. Lydia l'accueillit dans le vestibule et, entendant sa demande urgente de parler à Miss Marple, la fit entrer avec plus de curiosité que de politesse. « Je n'allais rien dire », commença Madame Walsh, le souffle court, en acceptant un mouchoir sec des mains tremblantes de Miss Marple. « Je pensais que cela n'avait aucune importance, jusqu'à ce que j'apprenne l'histoire de la cave, de la tombe, de la jeune fille. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Je vous en prie, continuez. » C'était la nuit du meurtre du colonel, juste avant l'orage. Je m'en souviens parce que j'étais sorti chercher les chats. Et je le fais toujours quand le ciel prend cette teinte grise anthracite si particulière. C'est la couleur des ennuis, vous savez. « Je sais laquelle, » dit doucement Miss Marple. Je marchais vers le perron quand je l'ai entendue, une voix qui appelait. Pas en criant, juste une voix calme. Elle demandait si George était là. Le colonel reçoit-il des visiteurs? Je crois que c'est ce qui a été dit. C'était on ne peut plus clair. Une voix d'homme. Pas du coin, trop distingué. Du nord, peut-être. Miss Marple plissa les yeux. Vous avez entendu ça depuis la voiture? Non. De ma fenêtre, j'ai une vue dégagée sur l'allée. J'ai regardé dehors, m'attendant à voir quelqu'un qui attendait, mais il n'y avait personne. Personne? Pas une âme qui vive, pas de voiture, pas de vélo. Et quand je suis sorti le lendemain matin, pas une seule trace de pas dans le gravier. Et l'orage a éclaté juste après, donc tout aurait dû être trempé et boueux. Mais le chemin était propre. Mieux que propre, intact. Miss Marple s'arrêta, repliant le bord du mouchoir entre ses doigts.
Puis-je vous demander, dit-elle enfin, cette voix vous semblait-elle familière? Madame Walsh hésita. Non, mais je suis presque certaine que ce n'était personne dont j'avais entendu parler dans les rapports. Ni ce garçon, Roderick, ni cet imposteur qui prétendait être Hensley. Non, cet homme avait de l'assurance, de la précision, comme un maître d'école mais plus froid. Après le départ de Madame Walsh, Miss Marple resta assise un moment, les yeux rivés sur la pendule qui, d'un tic-tac lent et régulier, rompait le silence. Une voix avant la tempête. Aucune trace de pas. Un inconnu, ou quelqu'un que tous croyaient avoir déjà vu. Elle se leva, enfila ses gants et se dirigea vers le bureau. Là, elle ouvrit le tiroir du bureau du colonel. Non pas celui qui était verrouillé, ni celui, factice, sous lequel le testament avait été jadis dissimulé, mais le tiroir peu profond situé juste au-dessus. À l'intérieur se trouvait un simple registre des visiteurs. Une habitude du colonel, héritée de son service militaire, consignait chaque visiteur qui franchissait sa porte. Elle tourna le registre jusqu'à la dernière page. Dernière entrée, Monsieur B. Latimer, 17h20. La date correspondait à la nuit du meurtre. Elle fixa le nom du regard. Il n'en avait pas été question. Personne n'avait parlé d'un certain Monsieur Latimer. Et pourtant, le texte était là, écrit de la main même du colonel. Ses traits droits et fermes, indubitables. « Accroupissez-vous » cria-t-elle en entrant dans le couloir. « Il nous manque quelqu'un. » L'inspecteur arriva dans l'heure, les bottes couvertes de boue et le col humide à cause de la bruine persistante. Elle lui remit le registre des clients. « B. Latimer, dit-elle. Nous devons découvrir qui il est, d'où il vient, et, plus important encore, pourquoi son nom figure dans ce livre alors qu'il est absent de la mémoire collective. » Crouch parcourut le nom du regard. Aucune mention de lui dans les entretiens avec le personnel. « Exactement, dit-elle, parce qu'il n'est jamais entré par la porte. Alors, comment son nom s'est-il retrouvé dans le livre? Soit c'est le colonel qui l'a écrit, répondit Miss Marple, soit quelqu'un a falsifié son écriture, de façon suffisamment convaincante pour nous échapper, et je sais qui peut faire la différence. Elle a fait venir Alton. Le majordome entra, toujours aussi raide et réservé, bien que son regard se fût fatigué ces derniers jours, comme si la maison elle-même l'avait usé. « Alton, dit-elle doucement, tu as vu la main du colonel tous les jours. Tu lui as apporté son stylo. Tu as effacé ses notes. Pourrais-tu regarder ceci et me dire si c'est authentique ?» Il accepta le registre et examina la dernière ligne. « Ce trait, murmura-t-il, il est légèrement incorrect. La queue du R. Georges la courbait toujours vers l'intérieur, jamais vers le bas. Et l'encre, trop fraîche. Donc, quelqu'un l'a écrit après coup, dit Crouch d'un ton sombre. Ou bien, ajouta Miss Marple, quelqu'un a prétendu que le colonel avait reçu un invité, quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré, quelqu'un qui serait entré par un autre chemin. Elle se tourna vers l'escalier. Le passage. Ils la suivirent jusqu'à l'armoire à linge. Le panneau derrière les étagères, que l'on croyait scellé depuis la découverte de l'imposteur, s'ouvrit désormais sans difficulté. Ils descendirent l'escalier étroit, traversèrent le tunnel de briques, puis la cave dissimulée, et remontèrent pour accéder au bureau par l'arrière de la cheminée, où le panneau de bois sculpté avait été remis en place avec un soin expert. Si quelqu'un est entré par le passage secret, dit Miss Marple, et a ensuite inscrit son nom dans le livre d'or, il aurait dû bien connaître les habitudes du colonel. Son papier à lettres, son encre, peut-être même son registre personnel. « Mais pourquoi ?» demanda Crouch. « Pourquoi simuler la venue d'un visiteur ?»« Pour consolider leur alibi, a-t-elle dit.
pour faire croire que quelqu'un d'autre est arrivé, quelqu'un qui aurait pu prendre des documents, le menacer, voire même commettre le meurtre. C'est un leurre, une ombre. Ils retournèrent dans le bureau, et Miss Marple contempla la carafe à cognac, la pipe à moitié fumée sur son plateau. Tout était resté inchangé. Et puis elle l'a remarqué, faiblement, mais bien là. Sur la plaque en laiton fixée à la base du presse-papier du colonel, quelqu'un avait poli le métal, trop récemment. Elle se pencha près d'elle. Dans le reflet, derrière l'éclat du laiton, une lettre inversée apparaissait. Un L inversé. Elle retourna le presse-papier. Gravé en dessous, un deuxième nom, B. Latimer. Agent de liaison du MI6, 1945. Miss Marple se leva lentement. Ce n'était pas un inconnu, murmura-t-elle. C'était quelqu'un avec qui le colonel avait travaillé pendant la guerre. Un maître espion ou un contact. Quelqu'un qui avait une raison de réapparaître seulement maintenant. Mais il est mort, a déclaré Crouch. Nous l'aurions su. Le ferions-nous? Elle s'approcha de la fenêtre. L'orage revenait. Le vent soulevait les brins de lierre, les faisant claquer contre la vitre. Miss Marple se retourna vers Crouch. Nous recherchions le mauvais homme. Et peut-être, n'est-ce pas un homme du tout? Crouch fixa du regard. Tu veux dire? Mais Miss Marple ne regardait que vers l'escalier. Là-haut, quelqu'un attendait. Et la pluie n'avait pas encore effacé les traces. Chapitre 12. Le hurlement qui disait la vérité. La nuit était calme quand il retentit de nouveau. Ce hurlement rauque et frissonnant qui semblait surgir entre le vent et la pierre. Il se glissa à travers les fissures de Cleeve House comme un brouillard, réveillant Madame Lively d'un souffle, faisant plonger Elsie, la servante, sous sa couverture, et figeant l'inspecteur Crouch en plein mouvement, alors qu'il traversait le couloir de l'étage, un dossier sous le bras. Miss Marple, dans sa petite chambre d'amis donnant sur la roseraie argentée par le givre, se redressa dans son lit avant même que le son ne s'éteigne. C'était le même son qui avait déchiré le silence la nuit de la mort du colonel Templeton, ce son que beaucoup avaient pris pour les derniers gémissements d'un chien ou l'écho d'une tempête. Mais cette fois, il n'y avait eu ni chien, ni vent, ni tempête. Seulement le silence, puis le hurlement. Et maintenant, Miss Marple comprenait enfin. Au matin, une atmosphère pesante régnait dans la maison. La pluie avait balayé les lieux aux aurores, laissant derrière elle ce silence lourd et humide qui imprègne la campagne comme un manteau mouillé. Le ciel était d'un gris acier, les roses pendaient, frissonnantes. En bas, Miss Marple, vêtue de son cardigan bleu pâle, les mains jointes sur les hanches, se tenait dans le salon, s'adressant aux derniers membres de la maisonnée réunis, sachant que ce serait la dernière fois. « Je vous remercie tous d'être venus », dit-elle doucement, tandis que Lydia, Madame Lively, Alton, Bishop et Roderick prenaient place. Crouch, les bras croisés, se tenait près de la cheminée. « Vous avez fait preuve de patience pendant que je réfléchissais, et je crains que le moment soit venu de vous donner des réponses. » Personne n'a bougé. Miss Marple se tourna légèrement vers la fenêtre, d'où la lumière se répandait sur le sol en faibles rubans. Quand on a retrouvé le colonel, Templeton mort, la porte était verrouillée de l'intérieur. Son revolver était à côté de lui. « Une tragédie », a déclaré la police. Un homme, accablé par les secrets, qui a choisi de mettre fin à ses jours. Mais les détails m'ont toujours paru étranges. Ni la porte verrouillée, ni la disparition du chien. Et certainement pas la lettre arrivée trop tard. Elle se tourna vers Crouch. Le colonel craignait qu'on vienne le chercher. Il avait commencé à découvrir trop de choses sur le passé. Les trahisons de la guerre et les chevaux de mensonges qui avaient survécu à la paix. Il avait constitué un dossier, des noms, des dates. Il s'apprêtait à le remettre à quelqu'un. Mais il n'en a jamais eu l'occasion.
Crouch hocha la tête d'un air sombre. « Le dossier a été volé 2 fois. »« Oui, dit-elle. Mais pas par un étranger. Le meurtrier était déjà à l'intérieur de la maison. » Lydia serra les dents. « Vous l'avez déjà dit. Vous avez pointé du doigt Roderick, Claire, le majordome. »« J'ai montré des ombres du doigt, » interrompit doucement Miss Marple. « Mais maintenant, j'ai de la lumière. » Elle fit un pas en avant. « Ce n'est pas la porte verrouillée qui m'a le plus intrigué, c'est le hurlement, celui qu'on a entendu après la mort du colonel. » Roderick fronça les sourcils. « Le chien... » « Non, » répondit Miss Marple. « Rufus était déjà mort, le vrai Rufus du moins. La créature qui hurlait n'était pas un chien du tout. » Alton se remua, mal à l'aise. Miss Marple se tourna vers lui. « Vous l'avez imité, n'est-ce pas ?» Il leva brusquement les yeux. « Tu as créé le son, un souvenir, implanté sur les lieux. Tu savais que tout le monde se souviendrait de la loyauté du chien, de sa réaction. Tu l'as intégré à ton récit. » Alton ouvrit la bouche, mais elle continua. « Vous avez prétendu avoir retrouvé Rufus plus tard, mort dans le garde-manger. Mais Rufus avait été empoisonné bien avant. Vous l'avez remplacé par Tobias, le chien noir. Le collier vous a trahi. CWH, les initiales de Charles Wetherall Hensley, l'imposteur. L'homme qui avait jadis servi aux côtés du colonel sous un faux nom. Un homme qui était aussi le mari de Claire Wetherall, le mari de votre sœur. » Madame Lively se leva lentement. Sa voix tremblait. « Non. Oui, » dit Miss Marple. « Claire a été enterrée dans le jardin, son nom effacé, son enfant élevé comme la nièce d'une autre. Mais elle ne s'est pas enfuie. On l'a réduite au silence, parce qu'elle connaissait la vérité sur Charles, sur ce qu'il avait fait, sur sa déchéance pendant la guerre. » Bishop prit la parole d'une voix basse. « Il a trahi les agents. Il les a fait tuer. » Miss Marple acquiesça, et Claire menaça de le dénoncer. Alors il revint, sous le nom de R. Ellis, pour l'arrêter. Mais quelqu'un l'arrêta avant. Crouch plissa les yeux. « Qui ?» Miss Marple regarda la femme près de la fenêtre. « Lydia ?» Lydia la fixa du regard. « Non, » murmura-t-elle. La voix de Miss Marple était douce mais ferme. « Vous avez découvert qui il était. Vous avez entendu les murmures dans le mur, vu les dossiers que votre mère avait cachés. Vous saviez ce qui lui était arrivé. Vous l'avez confronté dans la pièce secrète. Et lorsqu'il a tenté de vous faire taire comme il avait fait taire Claire, vous lui avez tiré dessus, non pas par rage, par peur. » Les lèvres de Lydia s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. « Vous avez utilisé le revolver du colonel, et Alton vous a aidé à mettre en scène la scène. Il a verrouillé la porte, il a déclenché le hurlement, il a caché le dossier, il a brûlé ce qu'il a pu. Il était loyal, non pas envers Charles, mais envers Claire, et envers vous. » Un long silence s'installa. Lydia prit alors la parole. « Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste des réponses. Mais il a ri, il a dit qu'elle l'avait bien cherché, qu'elle avait trahi. Lui en aimant quelqu'un d'autre. » Miss Marple s'approcha d'elle doucement. « Votre père était déjà perdu. Votre mère a essayé de faire ce qui était juste. Vous avez terminé ce qu'elle n'a pas pu faire. » Lydia la regarda. « Et maintenant, que va-t-il se passer ?» Crouch s'avança lentement. Mais Miss Marple leva la main. « Encore un instant ?» dit-elle doucement. Elle se tourna vers les autres. « La justice est rarement simple. Mais elle est juste. Le colonel est mort. Claire est enterrée. Et la tempête est passée. » Puis elle regarda de nouveau Lydia. Et il prononça les mots que nul autre ne pouvait prononcer. « Tu n'es pas son péché ?» Dehors,
le vent agitait les rosiers. Un oiseau poussa un cri aigu et perçant. Et sous le plancher, la maison finit par se figer.